Un instant précieux avec Valentin Montanet, un vigneron en avant-poste sur l'appellation Vézelay en Bourgogne. Il a repris l'engagement de ses parents, Jean et Catherine Montanet-Todden, impliqués depuis des décennies dans la notion de bio et de préservation du patrimoine bourguignon, évidemment des divers terroirs, ces éléments précieux et iconiques, incontournables pour saisir la diversité et la richesse des vins bourguignons. Je vous laisse savourer l'instant. Valentin Montanet, nous sommes ici pour parler de Vézelay, une appellation particulière en Bourgogne, et vous êtes le digne représentant d'un domaine. Vos parents ont débuté en 1987, autant qu'il me semble, avec un parti pris, le bio, dès le départ. C'est quelque chose qui... Comment avez-vous eu envie de prendre cette relève? Je crois que vous avez fait des expérimentations autres auparavant. Qu'est-ce qui, en définitive, vous a attiré dans le vin? Eh ben, oui, tout à fait. Donc moi, je suis vigneron à Vézelay. J'ai pris la succession de mes parents qui ont commencé l'aventure, un peu comme des pionniers. Et ce qui m'a donné envie de faire du vin, ce qui n'était pas du tout gagné au départ, c'était le fait de pouvoir rencontrer des gens et de voyager. Pour moi, c'est arrivé un peu sur le tard, je dois l'avouer, si c'est pas le confesser, mais en tout cas, c'était ça ma volonté première, effectivement. Et vous avez eu quand même un sens de l'escapade, si on peut employer ce terme. Vous avez été sur un vignoble, me semble-t-il, en Suisse, si je ne fais pas erreur. Moi, j'ai étudié en Suisse, oui, j'ai fait plusieurs stages en Suisse. Et une partie aux USA aussi, en Californie, c'est cela? Ouais, je suis parti différents lieux. faire un mois d'études, le dernier mois de mes études en Californie, c'est vrai, où j'ai eu l'occasion de voir plusieurs domaines. Et puis j'ai fait quelques vinifications également dans le Beaujolais, où j'ai appris beaucoup, sous l'égide de Jean-Claude Chanudet et de la famille Chanudet. Et puis je suis revenu au Bercail assez naturellement. Est-ce qu'il y a eu, sans être dans la caricature, est-ce qu'il y a eu un déclic qui vous a donné envie de retourner? Parce que souvent, les enfants de vignerons, en effet, n'ont qu'une envie, c'est de s'échapper ailleurs. Et à un moment donné, ont une sorte, sans être trop caricatural, une révélation. Est-ce que vous, il y a eu un instant, justement, de prise de conscience ou une envie particulière? Ben moi, je savais, grâce à l'expérience de mes parents, que être vigneron, c'était aussi un moyen de s'échapper. Certes, être vigneron, c'est cultiver un petit lopin de terre, et ça, on peut difficilement le déplacer ou le déménager. Mais on peut être en capacité de vendre du vin à tout un tas de gens, dans tout un tas de pays. Et ça m'intéressait vraiment. Donc, en fait, je suis revenu assez rapidement après la fin de mes études à la maison, parce qu'il y avait du boulot à faire et un beau projet devant moi. Et je savais que le vin de la famille Montanet serait pour moi un vecteur pour assouvir mon vrai besoin de rencontres et de voyages, oui, ça c'est sûr. Mais en définitive, si on regarde en effet, au vu en plus de vos propos, le sens du vigneron, finalement, il y a un côté très terrien, donc ancré sur un territoire. Bon, pour la Bourgogne, ça va un peu plus loin, on peut parler de climat ou de parcelles, de manière encore plus prégnante qu'ailleurs. Mais en effet, il y a la volonté de penser à l'ailleurs, d'échanger, et puis le vin voyage et les enthousiasmes aussi. Oui, exactement, oui, c'est ça. Moi, j'aime cette idée que dans chaque bouteille de vin qu'on produit à la maison, il y a une petite parcelle, un petit peu de l'âme de Vézelay, qui aujourd'hui on envoie dans une cinquantaine de pays tout autour du monde. Et ma vocation, c'est de dire que les gens qui achèteront cette bouteille de vin, ils auront un petit morceau de Vézelay, c'est-à-dire un petit morceau de ma terre, de là où je suis né, où j'ai grandi. Et je trouve que c'est un beau vecteur, en fait. On est un petit peu comme des boules de neige, vous savez, là. Alors, on secoue la boule et puis voilà, ça fait voyager les gens. Se fait, ouais.
Quelque part, c'est une sorte de fantasmagorie. Vous permettez aux gens d'entreapercevoir un ailleurs qui a une histoire, parce que la Bourgogne, quand même, vous avez ce sens patrimonial, et puis une vraie expérience. Quand je parle d'expérience, il y a des siècles derrière d'apprentissage, de connaissance du terroir. Oui, c'est ça, exactement. C'est vraiment ma volonté. C'est que les gens qui achètent notre vin, ça leur procure du plaisir. Et peut-être 15-20 minutes d'escapade, comme ça, vous voyez. Oui, la chose est précieuse. La chose est précieuse. Il faut que ce soit précieux. Je veux dire, aujourd'hui, c'est suffisamment dur pour tout le monde dans la société dans laquelle on vit pour qu'on soit en capacité de s'octroyer quelques petits moments de plaisir un peu furtifs, comme ça, fugaces. Oui. Moi, j'aime bien cette idée que ça doit être des petits spots. Oui, un instant suspendu. Voilà. Et puis après, on retourne faire ce qu'on doit faire. Oui. Et voilà. Le vin que je fais, j'aime qu'il serve à ça, en tout cas. C'est important pour moi. Il y a un côté rassérénant, en quelque sorte, enthousiasmant, et je pense que justement, ce sont plus que des breuvages, ce sont des révélations, quelque part, sans transfigurer par trop. Mais je crois que vous l'expliquez également très bien, il y a une connexion qui se fait avec un lieu, parce qu'en définitive, le terroir transmet des éléments identitaires dans chaque vin, chaque cuvée. Ça, c'est un des attributs principaux du vin, c'est que le vin, il vient de quelque part, il vient d'un endroit, et ça, c'est extrêmement important pour moi. Je veux dire, à Vézelay, oui, c'est connu parce qu'il y a une basilique, oui, c'est un endroit important pour la chrétienté, mais moi, je crois pas en Dieu, mais il n'empêche que dans mon cœur, Vézelay, c'est une place importante, c'est là où je suis né et là où je vais certainement finir mes jours. Et donc, je suis très content de pouvoir offrir une petite parcelle de Vézelay dans une goutte de vin. Et ça, je trouve que c'est assez magique et j'ai du plaisir à faire ça, en tout cas. Oui, en définitive, les vins sont en quelque sorte des ambassadeurs pour défendre l'identité, en l'occurrence de la Bourgogne et de Vézelay, mais cela est précieux et rare quelque part. Oui, tout à fait, ouais. J'aime dire que je suis un ambassadeur de Vézelay, ouais. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a un renouveau véritablement salutaire au niveau de ces appellations. Pour vous, quelle est justement cette aurée d'espoir et de légitimité ? C'est-à-dire que de par le comportement d'une partie des vignerons de la Côte de Nuit et de la Côte de Beaune, les gens se sont progressivement détournés de ces vins-là qui étaient devenus inaccessibles. Et les amateurs de Bourgogne veulent continuer à boire de la Bourgogne et donc ils commencent à s'intéresser effectivement aux appellations satellites. Alors, c'est pas un terme qui est cher à mon cœur, mais il faut bien nommer les choses par un nom. Et donc les amateurs de Bourgogne commencent à comprendre que la Bourgogne ne va pas seulement de Dijon jusqu'à Chagny, ça va aussi de Châtillon-sur-Seine jusqu'à l'Aisne. Je veux dire, il y a aussi un axe nord-sud de la Bourgogne. Et cela est cohérent puisque, en effet, ce qui caractérise également la Bourgogne, c'est la diversité des sols, de parcellaires, de climat. Donc, quelque part, il est légitime, en plus, d'affirmer ces identités différentes. Mais tout à fait. Nous, on est pleinement dans notre rôle aujourd'hui en faisant la promotion des vins de Vézelay et de façon légitime. Vous avez dégusté les vins, ils ont un véritable caractère, une véritable personnalité. Et il montre une grande diversité aussi, donc c'est aussi le reflet de la Bourgogne. La Bourgogne permet cette diversité justement au sein d'elle-même, et ça c'est très important, c'est une richesse. Vous qui justement êtes au cœur de cette appellation Vézelay, je crois que vous êtes revenu sur le domaine, si je ne fais pas erreur, en 2010, donc vous avez quand même des perspectives, enfin une mise en perspective, et vous avez conscience de l'évolution sur le terrain et de l'image de l'appellation. Pour vous, qu'est-ce qu'il resterait à faire pour la mettre encore plus en évidence et la défendre encore plus correctement ? Aujourd'hui, l'appellation Vézelay, comme j'expliquais tout à l'heure, elle coche quasiment toutes les cases d'une appellation bien dans son temps et dans sa société, dans le sens où il reste encore plein de fonciers à planter, le foncier est économiquement encore accessible.
Pour une appellation village de Bourgogne, c'est quand même à noter. Ce qui fait que ça commence à attirer plein de jeunes vigneronnes et de jeunes vignerons qui n'ont pas les moyens de s'installer à Mercurey ou à Volnay, par exemple, ou à Puligny, ce qui est bien compréhensible. Et donc, c'est un terrain de jeu qui reste encore à explorer. À explorer, tout à fait, oui. Donc, on a besoin de jeunes gens et plein d'énergie et plein de nouvelles, avec un nouveau regard sur cette appellation. Moi, je suis la deuxième génération de vignerons chez nous. C'est à peu près pareil dans toutes les familles de vignerons à Vézelay, mais aujourd'hui, on a besoin de gens qui viennent de l'extérieur pour nous apporter un nouveau regard. Et ça, je pense que d'ici une quinzaine d'années, Vézelay va vraiment être c'est le nouvel Eldorado des gens qui veulent faire du vin en Bourgogne. Vous pensez que ce sera un champ d'expérimentation et que vous allez ouvrir le potentiel, le panel, à des gens venus de l'extérieur, ce qui est relativement, sans être caricatural encore une fois, inusuel en Bourgogne? Mais nous, à Vézelay, on a l'habitude d'être inusuel. C'est pas, ça nous fait pas peur. On a toujours fait pas comme les autres. Vous avez raison. Donc, c'est là où d'autres perspectives. Et aujourd'hui, ça aussi, c'est peut-être ce qui fait notre force. Mais oui, il faut des gens qui viennent avec des idées neuves. Ça nous fait pas peur, les nouvelles idées. Aujourd'hui, Vézelay, c'est l'appellation de Bourgogne, je pense, qui en proportion est la plus bio. Plus de la moitié de la surface. Certes, elle est petite, mais quand même. Et cultivée en agriculture biologique. Donc ça, c'est un signe. Et depuis longtemps. Donc, nous, je vous dis, on est bien dans notre époque et on attend les nouveaux projets avec beaucoup d'enthousiasme. Oui. Vous parlez de superficie et d'implication sur la notion de bio. Vos parents avaient débuté, je crois qu'aujourd'hui vous avez à peu près 22 hectares sur le domaine. Et vos parents ont débuté sur la notion de bio, vous êtes toujours dans cette veine-là. Vous envisagiez tout à l'heure, lors de notre discussion, éventuellement un jour, non pas que ce soit un postulat systématique, mais une avancée sur la biodynamie, non pas pour des notions normatives ou doctrinales, mais plutôt en connexion avec le réchauffement climatique. Qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui primordial pour, comment dirais-je, définir ou, je n'aime pas le terme de marquer un vin, mais donner une signature à un vin, justement. Bon, il y a, pour un néophyte ou d'autres, même un professionnel, il y a l'impact du terroir, du vigneron, il y a aussi l'élevage, etc. Tout cela, bien sûr, le vigneron gère. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous paraît être encore plus porteur, enfin évident et positif pour Vézelay et pour votre domaine justement? Bah écoutez, oui. C'est un ensemble, j'en suis persuadée. Mais... Oui, c'est un ensemble, mais ce qui fait que Vézelay a encore de belles années devant elle, c'est justement le fait que quand même sur la carte de la Bourgogne, on est relativement au nord. Chablis est bien plus au nord que nous. Donc une certaine fraîcheur qui est aujourd'hui recherchée par la clientèle, notamment la clientèle jeune, qui est notre cœur de clientèle. Aujourd'hui, cette fraîcheur a tendance un peu à disparaître, d'où le débat sur la biodynamie. Bon, il se trouve que moi, je suis pas très à l'aise avec cette idée de biodynamie parce que pour moi, beaucoup de gens font ça parce que on leur dit de faire ça et ils font ça un peu par phénomène de mode et puis il faut avoir un gourou, etc. Enfin, un consultant, ils appellent ça. Oui. Moi, je suis plutôt un peu un libre d'esprit, vous voyez. J'aime pas trop qu'on me dise ce que je dois faire. J'aime bien faire avec mon ressenti à moi, mais il est quand même à noter que certains outils dans la biodynamie pourraient nous aider à conserver, à maintenir cette fraîcheur qui est là, qui est présente naturellement dans nos vins. Je pense notamment à l'usage de la silice, par exemple, ça peut tout à fait s'envisager. Mais... Et vous parliez également de la notion de texture, parce qu'en effet, dans certains de vos vins, mais c'est quand même en quelque sorte une signature chez vous, notamment sur les blancs, vous avez un côté... Enfin, sans extrapoler par trop, mais vibratoire, avec une texture particulière que l'on rencontre parfois sur des vins en biodynamie. Donc vous avez quelque part déjà des ponts, vous avez déjà une avancée. Bah, c'est merveilleux. Si j'ai les marqueurs de la biodynamie sans la pratiquer, c'est de là. Il faut vraiment que les biodynamistes se posent des questions. Enfin, Monsieur Steiner doit se retourner dans sa tombe en vous écoutant, mais... On ne demanderont pas autant. Non, mais oui, écoutez, moi j'essaye de faire des vins qui sont à mon image, voilà, sans... Oui, sans fioriture et avec une connexion réelle. Oui, c'est-à-dire dépourvu de tout artifice, pour en conserver l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel dans un vin, c'est la relation entre le goût du vin et l'endroit où pousse le raisin. Pour moi, c'est ça la définition du vin.
Si on perd cette relation-là, alors c'est plus du vin, mais c'est une boisson. Une boisson, c'est un lieu qui est... Mais parfois avec des résultats effrayants, en effet. Oui. Sur cette notion d'épure, vous avez, je crois, une majorité de chardonnay, pas uniquement, nous pourrons en parler par la suite, mais finalement, vous ne voulez pas justement les transfigurer, et la majorité d'entre eux, vous les envisagez dans un élevage inox pour garder justement cette fraîcheur et cette minéralité très, très caractéristique. Oui, alors aujourd'hui, mon regard sur l'élevage est en train de changer, effectivement, parce que de fait du réchauffement climatique, on perd petit à petit cette tension caractéristique des vins de Vézelay. C'est pas une acidité, hein, c'est une énergie, en fait. Et donc, l'inox, pour nous, toujours été la façon simple de faire du vin, enfin, normal. Aujourd'hui, j'introduis de plus en plus d'élevage sous bois, comme on dit. Non pas pour apporter le goût du bois, parce que ça, vous comprendrez bien que c'est pas mon objet principal, mais plutôt pour bénéficier des échanges qui se passent entre le vin et l'atmosphère de la cave au travers du bois. Et ça m'aide à maintenir cette tension. Enfin, je l'espère, c'est un chemin que je commence à explorer en tout cas, et jusqu'à présent les résultats sont plutôt encourageants, mais voilà, il faut parfois savoir remettre l'ouvrage sur le métier et revenir sur la question. On tâtonne, on hésite, mais nous, notre malheur en tant que vigneron, c'est que quand même, si on y pense, quand on a de la chance, dans notre vie de vigneron, on fait du vin 40 fois, 45 fois. C'est déjà captivant quand même. Oui, c'est très peu. Donc ça veut dire que... vous avez besoin d'avoir un one-shot réussi à chaque fois. Voilà, oui, c'est surtout ça. C'est comme si on devait juger la vie d'un chef de cuisine sur 45 services. Oui, mais le challenge est d'autant plus captivant. Ardu, j'en conviens, mais captivant. Ardu mais captivant, exactement. Ou captivant mais ardu. Peut-être qu'on peut mettre le mot dans l'autre sens. Vous avez raison. Mais sur cette notion-là, vous disiez justement que vous envisagiez éventuellement, je ne tiens pas, soyez-en certains, à vous pousser en ce sens, mais que vous pouviez éventuellement envisager la biodynamie pour justement préserver cette notion de tension. Ça, c'est quelque chose d'assez inusuel, mais très intéressant. Oui, ce sera notre dernier recours. Soyez plus optimiste. Oui, optimiste vis-à-vis de la biodynamie, je le suis. J'en bois, je fréquente des gens qui sont en biodynamie, mais il y en a qui sont quand même sympas, il y en a qui sont quand même particulièrement barbants. Il s'agit des doctrinaires, en effet, tout le monde souhaite les éviter. Je comprends votre propos. Oui, voilà. J'aime pas les dogmes. Oui, c'est toujours dangereux et en même temps ennuyeux. Et le résultat, assez aléatoire. Sur cette notion, je crois que vous m'avez dit que vous en aviez un peu plus, mais vous avez au moins 18 parcelles différentes, avec donc une identité, une expression différente. Cela vous permet évidemment de jouer, vous l'envisagez en cuvée avec de parcellaire, ou je crois que vous appréciez aussi faire la notion d'assemblage, ce qui est très identitaire pour la Bourgogne. Oui, voilà, moi j'aime bien les deux exercices. On a nos parcelles habituelles où le résultat est attendu et espéré, et puis on a les cuvées d'assemblage qui nous permettent de pratiquer un autre genre d'exercice, et ça se complète assez bien, je dois dire. J'aime bien ça. J'aime bien les deux exercices, voilà, vraiment. Oui, je pense que peut-être la notion de cuvée monocépage et parcellaire permet d'initier plus facilement les gens, les néophytes. Disons que ça permet de mettre en valeur le fait qu'à Vézelay, on est vraiment une appellation de diversité. Malgré le fait de sa petite taille, on a goûté 5 vins blancs en midi différents, et chacun d'entre eux avait sa personnalité propre, donc c'est ça qui est intéressant. Ça démontre que Vézelay a toute sa place au sein de la Bourgogne. Vous jouez avec un autre matériau, un autre médium. C'est le passage en magnum et en bouteille plus usuelle, entre guillemets, de 75 centilitres. Justement, cela permet aussi d'autres expressions et une autre expérience. Le magnum, c'est toujours plus élégant qu'une bouteille, moi, je trouve. C'est un beau contenant. Je trouve que les proportions sont idéales pour la conservation du vin, voilà. J'aime bien ça, moi, les magnums. Ouais. On en fait pas mal à la maison. On essaye d'en vendre et on en boit beaucoup, surtout.
Vous avez raison, c'est un exercice qui permet de rester en forme. En deçà, est-ce que vous pensez qu'il y a justement une optimisation des vins par l'oxygénation au sein d'un magnum? Oui, la conservation est différente puisque sur une bouteille ou un magnum, enfin en tout cas mes magnums, c'est le même bouchon. Sauf qu'avec le même bouchon, on bouche le double de volume de vin dans un magnum que dans une bouteille. Donc l'oxygénation est 2 fois moins importante dans un magnum que sur une bouteille. Donc c'est tout simplement physique ou chimique, je sais pas comment on dit, mais voilà, c'est l'influence de l'oxygène sur le vin est 2 fois moins importante dans un magnum que sur une bouteille. Les vins dans un magnum vieillissent moins vite, on va dire ça. Oui, en quelque sorte, il y a si l'on peut employer ce terme, une optimisation des notes organoleptiques qui évoluent un peu plus en douceur, avec des expressions autres. Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Alors, nous avons évoqué les blonds avec leur côté très minéral. Vous avez des sols atypiques, typiques parfois de la Bourgogne, avec des calcaires et autres, des veines assez précises et minérales qui se traduisent dans les vins. Alors, il y a les rouges aussi. Et les rouges, vous explorez autrement, si on peut parler ainsi, à savoir vous avez parce que vous avez 2 domaines. Il y a en effet ceci. Vous pouvez justement préciser ces deux entités, s'il vous plaît? Oui, alors nous, on est une famille avec 2 domaines, effectivement. Il y a les vignes de ma mère, sous les étiquettes du domaine Montanet-Todène, et les vignes de mon père, sous les étiquettes du domaine de la Cadette. Et puis, chaque domaine, il y a des vignes qui sont côte à côte l'une de l'autre, et il y en a qui sont sur des sols complètement différents. Donc, c'est 2 grammaires différentes, j'ai envie de dire, pendant la vinif et pendant la culture de la vigne également. Ce qui est quand même le principal chez nous, c'est de faire des beaux raisins. Plus facile de faire du bon vin avec des beaux raisins que le contraire. Mais oui, c'est encore un synonyme de diversité chez nous. C'est le fait qu'on ait 2 domaines, c'est un peu atypique. Souvent, les gens me disent, mais pourquoi tu t'emmerdes encore avec ces 2 étiquettes, faisant qu'une seule? Je dis, ben non, parce que c'est mon histoire, c'est de là où je viens et j'y tiens. Cela permet d'avoir des expressions distinctes et de ne pas faire un micmac avec tout et n'importe quoi. Là, vous avez vraiment 2 perspectives complètement distinctes. Alors, il y a quelque chose de très intéressant pour la sœur cadette, le 2e. Pour les rouges, vous avez décidé d'explorer aussi le Beaujolais, c'est-à-dire que vous n'avez pas des vignes dans cette partie-là, mais vous exercez une activité un peu de négociant, en quelque sorte, en prenant des mous et en les élaborant. J'exerce complètement l'activité de négociant en achetant des raisins et en les faisant revenir à la maison, à Vézelay, et où je les vinifie avec la même attention que celle que je porte aux raisins de la famille. Ça, oui, c'est sûr. Oui. Mais alors, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui se connaît en Bourgogne, mais encore plus en Beaujolais. Vous allez sur la veine des vinifications entières, c'est-à-dire en gardant les rafles, soit en partie dans certaines cuvées, soit à 100% pour d'autres, et cela donne réellement des expressions différentes. Oui, ça aussi, c'est l'utilisation de la grappe entière. Pour nous, c'est un outil qui nous permet peut-être d'accompagner au mieux les raisins qui viennent d'une parcelle. Il y a des parcelles qui se prêtent bien à la grappe entière et d'autres un peu moins. Donc voilà, il faut adapter les accompagner, adapter la vinification à la personnalité des raisins, ça c'est important aussi. Oui, l'important c'est le sur-mesure, j'entends par là être attentif à chaque fois, je pense au sol, au cep et à l'expression. Oui, au millésime. Oui. C'est surtout aussi l'année qui nous fait choisir le pourcentage de grappe entière, mais oui, cette notion de sur-mesure me plaît. Oui, je comprends. Pour vous, vous avez aussi envisagé autre chose, à savoir des cépages légèrement différents, comme le melon de Bourgogne, qui est identitaire aussi, même s'il est relativement peu présent aujourd'hui. Et alors, pour les rouges, le cépage César, que l'on ignore quasiment. Vous pouvez en dire 2 mots, s'il vous plaît? Oui, parce que Vézelay, on y cultivait essentiellement le chardonnay aujourd'hui, mais c'est aussi le berceau du melon de Bourgogne que vous connaissez dans le muscadet. C'est le même cépage. Aujourd'hui, à Vézelay, il a quasiment disparu. On en a quelques hectares encore. Donc on n'a pas d'aligoté à Vézelay, mais notre petite particularité, c'est d'avoir ce melon de Bourgogne.
Et puis pour les rouges, on a aussi du César, effectivement, cépage qui est arrivé avec les Romains chez nous. Ça, on le sait parce qu'il y a des fouilles archéologiques sur des sites gallo-romains. Et ils ont trouvé des pépins, ils ont fait des tests ADN et il s'avère que ce qu'ils ont trouvé dans les fouilles, c'est le César d'aujourd'hui, modulo les mutations génétiques dues au temps. Mais voilà, donc ça aussi, c'est assez fascinant, c'est un vrai challenge en quelque sorte. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'on se retrouve à cultiver les mêmes raisins que les Romains. Oui, quelques siècles après. Oui, et ça, c'est quand même... je sais pas, c'est un peu une machine de voyager dans le temps. Ça. Oui, tout à fait. En plus, ça fait des super beaux raisins, une superbe feuille très découpée, ça fait des grandes grappes assez lâches, rien à voir avec le pinot. Et moi, j'aime bien, on en a pas beaucoup. C'est pas facile à vinifier, il faut reconnaître, mais pour le clin d'œil et pour notre histoire ampélographique, je trouve que c'est important de conserver ce cépage dans nos parcelles. Ouais. Vous disiez que vous aviez des parcelles, je crois, complantées avec du pinot noir, et par contre qu'il était ardu de réaliser des cuvées de monocépage avec ce cépage en particulier, parce qu'il était assez abrupt, j'entends par là avec un côté tanin, sans être passé par le bois. Oui, du César pur, c'est un peu comme la piqûre du dentiste, quoi. C'est-à-dire qu'on se précipite pas pour en boire un coup. Mais l'assemblage, ça apporte aussi son intérêt, oui. C'est des structures tanniques, notamment. Vous avez une cuvée spécifique, vous pouvez rappeler son nom? Oui, c'est la cuvée de l'Ermitage. Oui. Donc c'est une cuvée parcellaire où effectivement, vous avez raison. Le César est planté au milieu des treilles de pinot, quoi. Donc à la vendange, on sépare les deux cépages, on les met pas dans les mêmes paniers. Et puis on les traite différemment à la cuverie aussi. Ouais. Vous avez aujourd'hui à peu près combien, vous me disiez tout à l'heure que cela se mesurait en arts, je crois. Vous avez à peu près combien d'arts en César et en melon de Bourgogne? Melon de Bourgogne, on a 33 arts précisément. Pas mal. Et le César, on doit avoir 15 arts. D'accord. Et vous envisagez aujourd'hui, parce que j'ai vu, je crois, vous avez, il y a quelques temps, remodifié, restructuré votre domaine à peu près sur 12 hectares pour faire de nouvelles plantations, etc. Est-ce que vous envisagez de donner une plus grande visibilité à ces cépages un peu atypiques, ou un peu oubliés plutôt, parce que atypiques pas forcément, et pour envisager d'autres expressions? Peut-être pas nécessairement pour le César. Le melon, oui, définitivement, j'aimerais bien en replanter un petit peu. Après, j'aimerais explorer d'autres cépages comme le tressalier, le cépage de 5% qui est de Lyon, connu sous le nom du Sassy. Oui, pas très loin de chez vous. Oui, voilà, c'est pas très loin de chez moi. Et puis aussi, j'aimerais bien replanter un petit peu de Pinot de Nice parce que historiquement, chez nous, on en avait des eaux Nice et j'aime bien ce cépage-là. Ouais. Pour en faire des cuvées justement d'initiation en monocépage? Pour en faire des cuvées pour nous. Oui, vous avez raison, il faut commencer par son enthousiasme. Pour vous, si vous aviez, juste avant de nous dire au revoir, si vous aviez quelque chose qui vous fasse encore rêver ou des projets par rapport à l'idée de Bourgogne ou de défense plus spécifiquement de Vézelay, qu'est-ce qui vous paraîtrait une évidence ou qu'est-ce qui vous paraîtrait même utopiste mais enthousiasmant? Non, c'est pas de l'ordre de l'utopie mais j'ai envie de dire à tous les jeunes qui écouteront ce podcast, venez à Vézelay. Il y a de la place pour vous et les vins. Vous risquez d'avoir beaucoup de monde, surtout vers les Parisiens. Il ne faut pas dire trop cela, on ne sait jamais. Les Parisiens, ils sont déjà chez nous, mais je parle de gens qui veulent travailler la terre. Ouais, je parle aux autres. Vous avez raison, il faut savoir avoir un sens pratique. Venez à Vézelay, vous trouverez votre bonheur, c'est certain. D'accord, merci à vous. Merci. Oui, nous évoquions l'export. Alors, vous exportez beaucoup et vous disiez, je crois, plus de 60% de votre production. Quels sont les pays qui ont qui ont le plus été intrigués par votre appellation et vos vins? Et comment voyez-vous l'évolution du marché? Effectivement, aujourd'hui, on réalise 65% de nos ventes à l'export avec le marché nord-américain en tête, canadien,
enfin, québécois pour être plus précis. Les États-Unis sont un marché important pour nous. Et puis après, tout à peu près quel pourcentage? Les États-Unis, on réalise 10% de notre chiffre d'affaires là-bas, donc ça reste quand même assez important. C'est pareil pour le Québec, peut-être un peu plus. Puis après, toute la Scandinavie, tous les pays européens au moins. Europe centrale, on est un peu moins présent. Puis... Là, vous parlez des blonds ou des rouges ou dans la globalité? Ouais, dans la globalité. Il n'y a pas de marché où ils ne prennent que du rouge et d'autres que du blanc. Je ne serais pas tout à fait d'accord. Oui. Et puis après, il aurait pu y avoir une tendance, parfois, en fonction de la gastronomie. Non, ça se partage assez bien. Et puis, toute l'Asie aussi, c'est un marché important pour nous. L'Asie, le Japon en tête, la Thaïlande, la Corée, les Philippines, l'Indonésie, Singapour, Hong Kong, la Chine. Aujourd'hui, on vend du vin dans 42 pays différents, il me semble. Oui, cela commence à compter. Vous disiez qu'il y avait certains marchés qui étaient déjà matures, mais que d'autres étaient en appétence. Vous pensez auxquels en particulier? Le marché mature, on parlait du marché asiatique en tout cas. Le marché japonais, à mon sens, aujourd'hui est un marché mature et contrairement à la Corée du Sud, qui se cherche encore. C'est un marché qui reste assez dynamique. Ça me fait penser au Japon d'il y a 20 ans, la Corée. Oui, il y a des ponts pour différentes raisons. Et en effet, la gastronomie peut-être un peu connexe et l'appétence pour les vins de Bourgogne aussi. Oui, c'est ça. Le Japon, eux, ils mangent avec leur tête, les Japonais, que nous, on mange avec le ventre. Et du coup, je pense que dans les vins de Bourgogne, ils s'y retrouvent parce que c'est un vin qui permet aussi une certaine réflexion. C'est une certaine finesse, une certaine délicatesse. Je pense que les Japonais se retrouvent bien dans les vins de Bourgogne pour cette raison-là, pour l'imaginaire que les vins véhiculent en fait. Oui, et peut-être en se projetant sur l'esprit japonais, il y a aussi cette notion d'artisanat et de travail humain, de produits réellement finis, de sur-mesure que vous partagez un peu avec. Ouais, ça, je pense que ça dépend un peu des importateurs, mais oui, le nôtre, oui, est très sensible à ça, et c'est pour ça qu'on travaille ensemble d'ailleurs depuis de nombreuses années. Sur la notion d'appellation en elle-même, il y a toujours au sein d'une appellation la volonté d'évoluer, de donner d'autres marqueurs porteurs pour l'avenir. Est-ce que il y a en général toujours des gens qui traînent un peu la patte et qui sont ancrés sur d'anciennes considérations? Comment voyez-vous les choses au sein de Vézelay? Alors effectivement, chez nous à Vézelay, on a encore quelques structures où ils sont pas encore en bio, ils désherbent encore, etc. Et ce qui me fait le plus de peine, moi, c'est que ce sont des jeunes par-dessus le marché. Oui, c'est assez inhabituel. Ouais, on pourrait se dire que les jeunes ont quand même une autre vision. Après, c'est dans un contexte économique que je comprends complètement et j'ai envie de dire que c'est à nous de trouver les arguments qui feront mouche à leurs yeux pour qu'on nous suive et que ça crée un élan en fait. Vous voulez dire qu'ils connaissent certains marqueurs et qu'ils ont peur de les enlever pour proposer autre chose en se disant que leurs vins ne seront plus adaptés, enfin n'auront plus la même visibilité? Non, je pense que ils en sont même pas à ce stade-là dans leur réflexion. C'est plutôt de dire, nous, on a toujours fait comme ça. Et puis, ils nous servent les arguments pré-mâchés des syndicats majoritaires agricoles français qui ne brillent pas forcément par leur intelligence et leur clairvoyance. Après, je pense le systématisme, en quelque sorte. Oui, le systématisme et la non-remise en question. Oui, quoi. Dramatique. À mon sens, c'est dramatique, mais je vous dis, c'est à nous de faire des efforts pour trouver les bons arguments. On y travaille, mais oui. Après, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais moi aussi, je suis libre de faire ce que je veux. Vous avez bien raison. Qu'est-ce que vous diriez si vous aviez un mot, une expression pour caractériser ce que vous espérez pour l'avenir de Vézelay? Le dynamisme. D'accord. C'est ça le mot. Et dans le goût du vin, une tonicité ou quelque chose de cet ordre-là, voilà. Et dans le développement de l'appellation. Oui, une expression autre, quelque part renouvelée. Oui, renouvelée ou... Optimisée. Ouais, oui, tonicité, ça me plaît bien. D'accord. Ouais. Merci à vous. Merci.